Bonjour Emmanuel, Bonjour Rebecca. bienvenue dans ce nouvel épisode qui suit l'histoire de Céleste, et plus précisément du secret de Céleste. Aujourd'hui, on va déplier cette histoire ensemble. La première chose qui m'a frappée en lisant cette histoire, et c'est par ça que démarre l'histoire d'ailleurs, c'est le changement de comportement de Céleste, et ça m'a ramené à ce qui se passe souvent dans le monde du travail, que la souffrance au travail commence à s'inviter, un changement de comportement. Le changement de comportement qui doit alerter. Est-ce que pour vous, thérapeute, un changement de comportement d'un adulte, d'un ado, d'un enfant est aussi un signe d'alerte qui prend racine peut-être dans une problématique plus importante? D'une façon générale, tout ce qui est écart par rapport à des comportements préexistants, alors des comportements préexistants depuis un certain temps évidemment, tout ce qui est écart doit interroger, je ne dis pas alerter, mais interroger. C'est notamment un des signaux faibles, par exemple dans les cas de harcèlement en milieu scolaire, où on se rend compte que des enfants qui jusque-là étaient très affectueux, très pacifiques dans la fratrie et dans la famille, de façon plus générale, deviennent agressifs, voire cruels. Et le problème, c'est que souvent, dans les problématiques adolescentes, ça coïncide avec un âge qui est qualifié par les adultes d'âge problématique. Et donc, on prend ça comme explication. Alors que ça peut, au contraire, être exactement comme au travail, en effet, le signal que quelque chose s'est un peu déréglé. Surtout qu'il y a des cultures dans lesquelles l'adolescence n'est pas nécessairement un problème. Il y a en effet un certain nombre de cultures dans lesquelles l'adolescence n'est absolument pas un problème et où elle n'est pas vue comme une phase critique. Le moins qu'on puisse dire en Occident, c'est que c'est vu comme une phase critique et problématique et disproportionnée, notamment au niveau émotionnel. C'est la raison pour laquelle on peut passer certaines fois, au moment de l'adolescence, à côté de choses très problématiques. Quand Céleste arrive, ce qu'on sait, ce qu'elle a mis en avant auprès de sa mère, c'est la honte. Quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « j'ai honte », voilà, c'est ça que je veux changer, j'ai honte. Qu'est-ce que vous lui dites? Alors déjà, quelqu'un qui vient en disant j'ai honte, ça veut dire qu'il a commencé à avancer de façon remarquable, parce que la plupart du temps, les gens qui ont honte, ils viennent pas consulter précisément parce qu'ils ont honte. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, si on prend un trouble assez fréquent, celui des troubles obsessionnels compulsifs, l'émotion associée le plus souvent à, à cette symptomatologie, c'est la honte. Et du coup, les patients mettent environ 8 ans en moyenne pour consulter. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que s'il me dit c'est ça que je veux changer, je vais être très méfiante parce que ça veut dire que vraisemblablement, c'est quelqu'un qui essaye de ne pas ressentir ce qu'il ressent. Ok. Ce qui souvent est très improductif, quelle que soit l'émotion, que ce soit de la honte, de la culpabilité, de la peur, de la tristesse ou de la colère. D'accord. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, vous l'inviteriez à avoir plus honte encore? Non, absolument pas. Ce que je vais faire en revanche, c'est lui faire remarquer de façon absolument affectueuse, parce que quand on a honte, on a besoin d'affection, à quel point il est logique qu'il ressente cette honte et à quel point, au fond, rejeter cette honte à tout prix et faire en sorte de pas la ressentir du tout provoque précisément l'inverse de ce qu'on veut, c'est-à-dire que la honte augmente en fait d'une certaine façon. Dans le cas de Céleste, donc elle n'est pas décidée à venir, elle pense qu'il y a que des vieux chez vous et finalement quand vous l'invitez à se mobiliser, vous le faites en faisant un 180° en lui disant que vous n'en attendez rien et que bien sûr peut-être, elle viendra pas. C'est déjà un peu inhabituel, non? C'est très inhabituel par rapport à cette population adolescente. La plupart du temps, on va beaucoup les exhorter, beaucoup tenter de les ramener à la raison, comme je le disais tout à l'heure, à des émotions beaucoup moins disproportionnées, excessives, etc. Et nous, c'est vrai que notre parti pris, c'est plutôt de les responsabiliser absolument. C'est-à-dire de leur dire au fond, on comprendrait parfaitement bien que tu n'aies absolument pas envie de venir pour plein de raisons, et notamment souvent parce que pour l'instant les adultes n'ont pas beaucoup aidé et nous aussi on est des adultes, donc on comprendrait ça. Et donc en fait c'est une façon de rejoindre souvent les gamins qui se disent j'ai pas du tout envie d'aller voir un psy, de toute façon les vieux ils comprennent rien, etc. Et très sincèrement, ce genre d'offre de service, c'est comme ça qu'on l'appelle dans notre jargon, ce genre d'offre de service génère très souvent le fait que les adolescents demandent à venir nous voir. Pas toujours évidemment, mais je dirais dans 80% des cas. Ça procède du même mécanisme quand la thérapeute lui dit « Tu veux m'en parler ou c'est trop dur ?» En fait, elle lui laisse la porte ouverte et ce que j'ai ressenti, mais peut-être que je me trompe, c'est que elle lui laisse vraiment la porte ouverte. Elle lui dit pas Tu veux m'en parler ou c'est trop dur ?» qui serait une invitation à quand même en parler. Elle lui permet vraiment de ne pas entrer dans l'échange sur ce qui a motivé ses colères, etc., etc. On rejoint en effet tout à fait ce qu'on disait juste avant sur la honte, c'est-à-dire que comme j'ai compris assez vite parce qu'elle me l'a dit que
c'est la honte, l'émotion la plus forte dans cette situation, j'imagine que pour elle, c'est hyper difficile de parler de ce qui la rend honteuse. Et je pars du principe qu'au fond, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement l'objet de sa honte, mais c'est comment cette honte se manifeste, qu'est-ce qu'on en fait, et qui finalement ne parvient pas à apaiser la souffrance de Céleste, parce que c'est à partir de ça que je vais lui proposer de faire un virage à 180 degrés. Et du coup, la thérapeute, elle poursuit un peu dans le même sens quand elle lui dit: «Franchement, je sais pas comment tu fais, même moi, je vois pas comment j'arriverai à faire». En fait, c'est vrai, traditionnellement, ce qu'on a tendance à faire, c'est nier ce que dit l'autre, l'amoindrir ou en tout cas le minimiser, au lieu de le rejoindre. Et vraiment, le rejoindre, ça procède de quoi? Ça permet quoi à l'autre? Ce qu'on va rejoindre, je trouve essentiellement, et c'est ce qui est important de rejoindre, c'est l'émotion, en fait, que ça suscite. Et cette émotion nous fait faire des choses. Et nous, vraiment, tout notre travail va consister à, au fond, dire à Céleste, comme à nos autres patients, je comprends parfaitement ce que vous ressentez et je comprends parfaitement du coup que vous mettiez en place toutes ces choses-là que je vais précisément vous demander d'arrêter de mettre en œuvre. C'est vraiment ça le mouvement. On va rejoindre ce que fait faire l'émotion qui est totalement improductif mais qu'on comprend parfaitement dans une certaine logique et on va leur demander de faire exactement l'inverse de ce que pour l'instant l'émotion les amène à faire. Mais on ne changera jamais l'émotion. Et derrière, d'ailleurs, ce qui est intéressant, et tout au long de l'histoire, c'est que on ne va jamais savoir ce qu'a fait Céleste de si honteux qui la met dans cette ornière. La thérapeute continue d'ailleurs très très doucement. À aucun moment elle essaye de forcer la mise en mots ou le partage. Elle lui demande pas de raconter et elle lui permet même de trouver un mot qui serait comme un mot de transition. Elle le nomme l'acte, ce qui permet à Céleste, si j'ai bien compris, de dire ce qu'elle vit en se regardant ou en racontant ce que ça lui fait vivre, à savoir la honte et le dégoût. Et elle permet aussi comme ça d'extérioriser qu'il est question d'un acte sexuel qui n'est pas elle, en fait. C'est ça, c'est-à-dire que au fond, on respecte infiniment cette idée qu'il est trop douloureux pour elle, pour l'instant, de verbaliser ça, d'en parler sous le regard de quelqu'un d'autre, fût-ce une thérapeute infiniment bienveillante. Et donc le subterfuge de la thérapeute consiste au fond à lui dire on peut parler de ce que ça génère, de ce que ça te fait faire, de ce que ça t'empêche de faire, de tout ce que ça au fond génère comme tracas chez toi, sans que tu sois dans l'obligation de te plonger dans ce bain bouillant de honte et d'humiliation en nous racontant ce qui s'est passé vraiment au moment de l'acte. Et il y a un truc qui m'a interpellée, c'est que on comprend que, et elle le dit d'ailleurs, Céleste, finalement, elle vit dans une forme d'isolement social, qui, me semble-t-il, est important et qui doit être même très inquiétant pour les parents. Et elle ne s'y arrête pas. La thérapeute, elle glisse sur ce truc-là au démarrage. Est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est parce que ça n'a pas sa place ici? Elle fait ça parce que elle se dit que tant qu'on n'a pas, d'une certaine manière, stoppé ce qu'on a appelé ensemble les tentatives de solution internes, elle ne pourra pas faire quoi que ce soit à l'externe. Et donc, le parti pris de la thérapeute, c'est vraiment de se dire, faisons déjà un 180 degrés à l'intérieur de Céleste pour que ensuite elle se sente suffisamment assurée pour éventuellement retourner dans le monde. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. Ouais. D'ailleurs, elle va y revenir après. Elle a vraiment existé. C'est une vraie métaphore, Maupassant et la femme de son ami pauvre. Absolument. C'est une vraie métaphore et c'est une histoire qui, je trouve, montre à quel point des émotions très différentes, des sensations très différentes peuvent être souvent très mixées en fait, d'une certaine manière, comme ici, le dégoût et le désir. L'idée, c'est au fond de dépathologiser ça parce qu'on a bien compris que à la fois il y avait eu une espèce de désir, voire de plaisir sexuel, et à la fois un espèce de dégoût horrible. Et c'est pour dépathologiser ça en fait, en disant voilà, parfois la frontière est très ténue en fait entre des choses qui paraissent très différentes. C'est presque comme si on amenait Céleste à se vivre en thérapeute non normative, c'est-à-dire que on la déconstruit sur ce qui se fait pas, ce qui se pense, ce qui ne se pense pas. Exactement. La stratégie ici va viser à, d'une certaine manière, dépathologiser le regard qu'elle a sur elle-même. Je ne crois pas qu'elle se pathologise au sens psychiatrique du terme. À ce moment-là, elle se pathologise plus au sens moral du terme, en effet. Qu'est-ce qui est visé du coup quand elle lui dit « je suis une caméra dans ton cerveau », raconte-moi ce qui se passe. Ce qui est visé ici, c'est qu'elle nous donne des séquences
de ce qu'elle met en place à l'intérieur d'elle-même pour tenter d'être moins mal et qui visiblement ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, comme on le disait tout à l'heure, dans les situations, il y a parfois, pas toujours, mais parfois, des tentatives de solutions à l'intérieur, des tentatives de solutions internes qui consistent par exemple à contrôler les émotions, à chasser les pensées, à faire s'atténuer les symptômes. Et puis, il y a des tentatives de régulation externe, en l'occurrence ici, c'est plutôt de s'isoler du monde. Et la métaphore de la caméra dans le cerveau, c'est de dire j'ai besoin de bien comprendre ce que tu fais toi à l'intérieur de toi, avec cette honte, avec ce dégoût, avec tout ce que ça génère chez toi et l'angoisse notamment que ça a été vu par plein de monde, pour bloquer ce qui se passe à l'intérieur. Mmh. J'ai souvent des demandes comme ça de gens qui arrivent et qui me disent: je veux que vous m'aidiez à contrôler mes émotions». Vous aussi? Alors, bien sûr, c'est extrêmement fréquent puisque, c'est un objectif assez politiquement correct, en fait, de contrôler ses émotions, hein, de voilà, de rester calme, d'être serein, d'être, doux, d'être, enfin bon bref, toutes sortes de choses un peu étranges. Hem, Qui, à mon avis, génère, souvent exactement l'inverse, mais c'est quelque chose d'assez, oui, d'assez politiquement, correct quoi, que ce soit, dans l'entreprise, que ce soit dans la famille, que ce soit en tant que parent, conjoint et cetera et du coup, c'est vraiment très important de très rapidement recadrer ça quoi, en montrant que au fond, c'est précisément le fait de vouloir les contrôler qui les fait exploser. Mmh. Ensuite, on passe au tribunal. Alors j'ai adoré franchement. J'ai adoré le tribunal, le jugement et cetera et surtout ce que j'ai aimé, que j'ai trouvé, très malin, c'est que dans le fond, on est quand même dans une espèce de truc très, où il y a beaucoup d'implicite. C'est-à-dire qu'on comprend qu'elle a fait quelque chose qui lui semble très grave, qu'elle encourt, une sanction hyper grave, mais en même temps, on n'arrive pas à mettre de représentation sur ce dont il est question. Et la thérapeute, quand elle lui dit: «Bah, vas-y, on va aller travailler sur, le jugement», c'est comme si elle allait chercher ce qui pourrait se passer de pire pour matérialiser le pire et quand elle pose 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ça permet de donner un cadre, en fait, presque celui dans lequel on peut commencer à agir. En effet, je trouve que ce qui est très intéressant ici, dans cette métaphore telle qu'elle l'énonce ici, c'est 2 choses. C'est vraiment adapté dans les cas où, comme dans celui de Céleste, ce qui se passe à l'intérieur, c'est uniquement un ressassement, de la culpabilité, en fait, de la honte et de la culpabilité et donc ça veut dire ça, qu'on le métaphorise par le fait qu'il y a que le procureur finalement qui parle. Donc ça, c'est le premier point intéressant et puis il y a ce que vous dites, qui est que au fond, la culpabilité, c'est une émotion très marécageuse. C'est une émotion, qui, quand on essaie de s'en extirper, nous refait tomber encore plus bas. Enfin, c'est quelque chose de très visqueux comme ça. Et le fait de concrétiser, le fait de dire alors, comment est-ce qu'on va, d'une certaine manière payer, pour, cette culpabilité pour qu'elle, elle n'ait plus autant de place chez nous, bah, ça permet de donner en effet quelque chose de concret, d'envisageable ou pas d'ailleurs, mais de très, ancré en fait, dans la réalité. Moi, il m'arrive souvent, dans des cas de culpabilité, très fortes comme celle-ci, de dire: «Tiens, mais donc, vous vous sentez extrêmement coupable du fait que, je ne sais pas moi, votre conjoint se soit suicidé par exemple. À combien de pourcents vous éleveriez cette culpabilité? Parce que c'est intéressant déjà de au fond la dégrader, ne serait-ce que de 20 ou 30 en fait, d'une certaine manière. Et du coup, quand quelqu'un vous dit, bah, à 80%, 90%, qu'est-ce que vous dites? Ben, je dis 90 c'est beaucoup. J'essaye d'écorner un peu parce que je trouve que ça veut dire quand même qu'il y a une espèce de toute puissance quand même, hein, en disant donc en fait, oui, donc c'est beaucoup. Vous étiez très, très important dans la vie de cette personne. Il y avait pas grand chose d'autre. Enfin, j'essaye de vraiment concrétiser ça, quoi. Et puis ensuite, je travaille sur, comment on fait autrement que ce qu'ils font pour, apaiser cette culpabilité. Mais déjà le fait qu'il passe de 100 à 80 c'est quelque chose. Mmh. Mais quelqu'un, par exemple, pardon, mais je suis curieuse, quelqu'un qui dirait, «Je me sens extrêmement coupable parce que je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, je n'ai pas réagi et finalement il m'a fait sans doute des appels au secours et cetera». C'est de l'intra, je sais pas comment on y va?
Alors moi, ce que je vais poser comme question à partir de là, c'est en effet, vous avez pas vu, il vous a peut-être lancé des signes, on n'en sait rien. C'est en effet extrêmement douloureux. Euh, et donc cette culpabilité, qu'est-ce que vous en faites à l'intérieur de vous? Est-ce qu'il y a une place? Est-ce que vous la chassez? Est-ce que vous lui donnez beaucoup de place? Qu'est-ce que vous faites avec cette culpabilité? Et si c'est cette culpabilité qui le fait souffrir, parce que parfois il y a des culpabilités qui font pas souffrir, hein. Mmh. Il y a des culpabilités avec lesquelles on vit. Moi, ce que je trouve intéressant avec la culpabilité, c'est quand même souvent, pas tout le temps, hein, mais souvent de poser la question, si cette culpabilité est trop dure, qu'est-ce que vous pourriez faire pour réparer en fait le tort que vous avez causé? Et quand c'est une personne décédée, ce qui arrive souvent, moi je leur propose d'aller poser la question en fait pendant 7 heures juste avant le sommeil ou juste au moment où on sombre dans le sommeil, d'aller poser cette question. Et je leur dis si en effet il y a une façon de réparer, il vous enverra quelque chose, il vous enverra un message où vous saurez en fait, soit il y a pas de message et ça veut dire que la personne est paisible, soit en effet il y a des choses à faire et vous le saurez parce que vous aurez un message. Et très souvent les patients ont un message. OK. Merci. Si je reprends, le procès là d'Alizée, ce qu'on comprend, ce que j'ai cru comprendre, c'est que finalement, c'est ce qui va lui permettre de reprendre le contrôle. Ce qui m'a interpellée, c'est que elle la déplace, elle met en place le procès, l'autre se visualise dans le procès, elle reprend le contrôle, mais ça n'était pas une demande consciente. Et donc ça glisse. À la lecture, on a l'impression que c'est une évidence en fait, qu'elle l'a fait jouer sur une scène où elle ne voit pas où elle va aller, où elle y va très sûrement et où ça la pèse. Et ce qui m'a interrogée, c'est quand les gens veulent reprendre le contrôle et qu'ils arrivent avec une demande consciente, c'est quoi le décryptage de ça? La métaphore du procès, elle est vraiment à adapter à chaque situation. Ici, on a plutôt une Céleste qui est en permanence, comme je le disais, en train de ressasser les arguments du procureur, presque d'en rajouter d'autres, comme si, au fond, elle rajoutait des éléments à la barque du procureur, d'une certaine façon. Donc, le 180 degrés, pour rétablir quelque chose, en tout cas, de plus apaisant pour elle, ça va consister à aller, d'une certaine manière, appeler l'avocat, et puis aussi que le juge se prononce ensuite sur une peine pour mettre un peu une fin à cette séquence. Et dans certains cas, ce qui se passe, c'est que chez certains patients, à l'intérieur d'eux-mêmes, ce qui se passe, c'est qu'il y a que l'avocat qui parle en fait. Le procureur peut pas en placer une. Là, je vais laisser de la place au procureur et je vais demander à l'avocat d'un peu se taire pour que, à un moment donné, cette culpabilité prenne sa place en fait, d'une certaine manière, parce qu'elle est totalement bafouée. On ne veut même pas la ressentir. Donc, il y a plusieurs façons de rétablir, on va dire, un équilibre. Et en effet, je trouve que ce qui est intéressant ici dans la reprise de contrôle, c'est une façon d'arrêter de subir. C'est juste d'arrêter de faire un peu plus de la même chose qui aggrave le problème, en fait, en l'espèce, une fois de plus, hein. Mmh. OK. Une fois qu'elles ont avancé là-dessus, et que tout semble, se clarifier, la thérapeute n'en a pas terminé. Comme si, et c'est probablement le modèle d'ailleurs, elle a vraiment un regard stratégique en 360 puisqu'elle lui dit: «Bah, tu crois qu'on en a terminé, mais on n'en a pas terminé. Maintenant, il va falloir que tu affrontes le regard de l'autre». Et là, on voit que Céleste dit: «Ah! Bah oui, effectivement, ça va être, terrible», et elle la rejoint encore comme dans sa folie. On est comme dans une forme de folie. Elle lui dit: «Bah, vas-y, fais la liste maintenant, observe tous les gens en disant si ceux-là ils savent ou ils savent pas». Ça paraît un peu démentiel, non? Oui, en fait, ça paraît complètement démentiel, sauf dans la logique de Palo Alto. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que fait Céleste? Céleste, elle évite le regard des autres. Elle évite les autres et elle commence à éviter le monde, en fait, hein. Et donc, bah, le 180 degrés, ça va consister à aller regarder dans les yeux, en fait, le monde, les gens, voilà, et tous ceux qui sont autour d'elle et qui lui font peur, en fait, hein, notamment les gens qu'elle peut croiser dans sa MFR. Et donc, on va en effet prendre ce que certains qualifieraient de folie, nous qu'on va juste appeler sa vision du monde par rapport au problème. Sa vision du monde, c'est que en effet, il y a des gens qui ont vu des choses sur elle et qui sont dégoûtés par elle et qui ont pas envie de la côtoyer et qui sont prêts à avoir des propos hostiles à son encontre. C'est sa vision du monde. Si le thérapeute va contre cette vision du monde en disant mais arrête de déconner, enfin c'est n'importe quoi. Enfin je veux dire à quel moment, je veux dire même si c'est vrai, voilà. Enfin je pense que tu te fais des idées, ce qui est souvent une tentation de la part des parents dans des enfants comme ça qui sont en grande souffrance. Si on fait ça, on perd la relation. Mmh. Parce que elle, c'est au fond d'elle-même sa certitude.
La seule façon de lui faire changer de certitude, éventuellement, si tel était l'objet, ce qui n'est pas forcément l'objet, hein, c'est précisément en lui faisant faire ce que lui fait faire cette thérapeute. C'est-à-dire en lui faisant faire un virage à 180 degrés. Elle va faire l'expérience émotionnelle que, en effet, finalement, il se passe pas grand-chose de si hostile que ça. Mais elle restera toujours sur ses gardes, hein. Je me suis dit, mais si vraiment elle prend une feuille et qu'elle commence à écrire le nom de tous les gens qu'elle croise en disant oui, non, finalement, ce qui va la faire sortir, c'est que ça va la fatiguer et qu'elle va voir que ça la conduit nulle part. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Pas tellement, en fait. Je pense que vraiment, l'idée, c'est plutôt que elle se rende compte qu'elle n'en note pas tant que ça. D'accord, ok, très bien. Donc il y a une hypothèse initiale de la thérapeute qui dit, quand même si elle a rejoint, possiblement que quand tu vas objectiver ce dont il est question, tu vas te rendre compte que, en fait, il y en a pas tant que ça. Elle ne lui dira jamais ça. Elle va lui faire vivre ça, en effet, ce qui est très apaisant, en fait, d'une certaine manière, mais il se peut qu'il y en ait quand même quelques-uns, et donc, alors, on va s'en occuper de cela. Le problème, c'est, il y a une métaphore qui, je trouve, explique ça très bien, c'est une de nos thérapeutes qui l'a trouvée, je trouve ça très bien, c'est les gens qui sont dans ce type de situation, voilà, problématique, c'est comme s'ils voyaient le monde avec leurs deux mains qui bougent devant leurs yeux en permanence, comme si c'était un film de Canal+. Joli. Un film crypté alors. Et du coup, ils voient pas en fait, et donc il faut bien qu'on voit pour pouvoir savoir quel est notre ennemi et comment le traiter. Mais ce qui se passe en effet très clairement de façon émotionnelle, c'est que dans la plupart des cas, le fait d'arrêter le film crypté et d'utiliser un décodeur, ça fait que finalement il y en a pas autant qu'on pensait. Je me suis demandé ce qui se serait passé si on n'avait pas pris le temps, si Céleste n'avait pas répondu favorablement au mail qui lui est fait de consulter. Alors ça, c'est une vraiment bonne question parce que c'est ce qu'on s'est dit à l'issue de cette thérapie qui a été longue, hein, qui était une thérapie plutôt très longue. C'est que typiquement, si cette jeune fille avait continué à s'en joindre, à ne pas ressentir ce qu'elle ressentait, à s'en joindre, à éviter le monde pour surtout éviter la honte et l'humiliation, alors il est vraisemblable qu'à un moment donné, elle aurait été psychiatrisée parce que la vie devenait vraiment de plus en plus difficile pour elle et pour son entourage. Et psychiatrisée combien de temps, ça on ne sait pas, parce qu'elle aurait eu vraisemblablement des comportements de plus en plus illisibles et de plus en plus impressionnants pour l'entourage. Ça veut dire que ça aurait pu produire aussi un effet boule de neige, c'est-à-dire il y a l'expérience qu'elle fait de l'intérieur, qui l'emmène plus loin dans son, je sais pas si c'est de la paranoïa, mais quelque chose qui y ressemble, enfin qui pourrait finir par y ressembler. Et puis comme elle devient illisible pour l'entourage se verrouille d'autant plus, et comme l'entourage se verrouille d'autant plus, ça la confirme dans sa paranoïa, etc., etc., etc. C'est exactement ça. C'est une espèce de double boucle interne-externe qui peut aboutir en effet à quelque chose d'extrêmement problématique. Et juste par curiosité, quand vous dites cette thérapie a été très longue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle a duré, je crois, au bas mot, une dizaine de séances, ce qui est beaucoup pour nous, puisque nous, on est à peu près à 4 séances en moyenne, par problème, hein, bien sûr. Et puis, quelques années plus tard, elle est revenue, alors pas pour la même chose, mais quand même, un autre événement qui s'était produit et qui était un peu de cette même nature. Donc, il a fallu repartir un peu, voilà, parce qu'elle retombait dans ses tentatives de solution. Ok. On a terminé. Emmanuel, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée qui aurait été intéressante? Non, elles étaient toutes passionnantes et je n'en vois pas de supplémentaires. Vous êtes gentil. Merci, on se retrouve bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.